Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de recommencer avec vous une nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un bel été. Et nous recommençons en beauté avec une dame née à Saint-Tite. Elle habitait à Saint-Tite juste le temps d'y faire sa première communion, puis elle a suivi ses parents, sa famille à Trois-Rivières où elle habite depuis lors. C'est une jeune fille qui a fait des études sans problème, une jeune fille enthousiaste, engagée dans l'action catholique de son époque. Après, comme beaucoup de filles aussi, elle a fait un petit séjour dans l'enseignement avant de rencontrer Louis-Philippe, le jeune homme qui a fait battre son cœur pour un roman d'amour qui se continue depuis 55 ans. C'était du solide. Madame Marthe Marchand-Goulet est une femme active, dynamique, et je vais lâcher le mot tout au début de l'émission, c'est une femme passionnée. C'est quoi sa passion? Si vous voulez, on la laissera parler elle-même. Alors, nous faisons connaissance tout de suite. Bonjour, Madame Goulet. Bonjour, Madame Denise. Alors, c'est ça, là, vous êtes née, pas au début du siècle, vous êtes née pendant la Première Guerre. Justement. À Saint-Tite. Justement. Deux mots de vos parents, peut-être? Votre famille? Oui. Vos parents, qui étaient-ils? Ma mère était de Saint-Tite et mon père était de Champlain. Il était venu s'installer à Saint-Tite pour ouvrir un commerce, une quincaillerie, comme nous nommons aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, ils appelaient ça un marchand de fer. Ah, bon. Alors, c'était un monsieur marchand de fer. C'était un nom prédestiné. Mais oui. Oui. Et vous êtes fille unique? Oh non. J'ai deux sœurs et un frère. Une sœur plus âgée, une autre plus jeune, et un frère, un seul frère. Des souvenirs d'enfance, Madame Goulet? Ah, des souvenirs d'enfance, j'en ai de très beaux. D'abord, nous retournions dans la famille de mes grands-parents, chez mes grands-parents maternels à Saint-Tite, à toutes les vacances et à chaque fête. Là, de Trois-Rivières. De Trois-Rivières, oui. Nous allions à Saint-Tite pour Pâques, pour le temps de Noël et du jour de l'an. Même à la Toussaint, il y avait quelques jours de congé. Dès que nous avions des jours de congé, nous retournions chez nos grands-parents, visiter toute la famille. Et là, nous étions reçus à bras ouverts parce que nous étions la seule famille qui avions émigré vers la ville. Émigré, le terme, c'était oui, loin à l'époque. Oui, puis ça se faisait seulement qu'en train. Oui. Mais toute la famille était bien contente d'avoir comme un pied-à-terre en ville, parce que dès que quelqu'un venait à l'hôpital de la famille, bien, nous demeurions près de l'hôpital Saint-Joseph. Alors, ils venaient chez nous demeurer pour avoir l'occasion de visiter et de suivre les personnes qui étaient malades. Même nous accueillions les voisins de nos parents, des voisins de Saint-Tite. Et puis... Comme ça, vos parents n'ont pas été dépaysés, d'émigrer à Trois-Rivières? Oh non, pas du tout. Non, mon père connaissait bien Trois-Rivières parce qu'étant de Champlain, il venait à Trois-Rivières à bicyclette qui nous comptait. De Champlain De Champlain, parce qu'il n'y avait pas d'automobile dans ce temps-là. Alors, il venait à Trois-Rivières à bicyclette. Mais quel métier, quelle profession exerçait-il? Mon père? Oui. Bien, il était fils d'un cultivateur, mais ça a l'air qu'il n'aimait pas, il n'a pas voulu continuer le métier de cultivateur. Alors, c'est pour ça qu'il est venu ouvrir un magasin à Saint-Tite pour desservir tous les gens de par là qui étaient des entrepreneurs de chantier. Ils avaient beaucoup besoin de matériel, des haches, des fourches, de tout ce qu'on veut. Et puis, dès qu'il a été établi, au bout d'une couple d'années, que ça marchait très bien, il dit à mon grand-père, « Vous avez assez travaillé, vous êtes en âge de vendre la terre et de venir vous installer chez moi à Saint-Tite. » Il a acheté une grande maison. Et puis, il a fait venir son père, sa mère, deux sœurs qui étaient encore célibataires. Et puis, après ça, là, il s'est marié. Il a rencontré ma mère à Saint-Tite.
il est allé chez monsieur le curé demander s'il y avait des familles marchands à Saint-Tite. Pas nécessairement pour trouver de la parenté, mais pour trouver peut-être des ancêtres. Et puis le curé lui a dit qu'il y avait une famille marchand avec plusieurs enfants, une grosse famille, beaucoup de filles. De fait, elles étaient 7 filles dans la maison. Un beau chiffre. Oui, et des garçons aussi. Alors, il est allé là avec son petit cheval. Ma mère a dit, on l'a vu arriver. Il voulait s'informer d'où il venait. Puis eux, mon grand-père venait de Batiscan. Alors là, le lien s'est fait. Il connaissait des familles marchands de Batiscan. Alors, ma mère est une demoiselle marchand aussi de son nom de fille. Mais c'est très beau comme histoire. Oui. Alors, c'est comme ça que les amours ont commencé, puis ça sont mariés. Ouais. Et puis, on en arrive à leur départ pour Trois-Rivières. Est-ce qu'il a continué du commerce? Non, pas à Trois-Rivières. Là, ce qui est arrivé, là, mon grand-père, quand il s'occupait beaucoup du magasin avec mon père. Il s'occupait surtout de la tenue des livres. Et, quand il a eu 70 ans, dans ce temps-là, à 70 ans, là, c'était le temps de finir, de se reposer, puis il les trouvait vieux. Oui. Quoique mon grand-père était encore très alerte, il allait chanter la messe tous les matins. Il faut que je vous dise qu'à Champlain, il allait chanter la messe, il faisait 2000 à pied tous les matins. Pendant 35 ans, il n'a pas manqué un matin d'aller chanter la messe. Un exemple? Un exemple, ça a été marqué, ça a été signalé dans le livre de Champlain. Ça. Et quand il est arrivé à Saint-Tite, il a continué à aller chanter la messe. Et puis, à 70 ans, mon père a trouvé quelqu'un, un des commis, là, qui pouvait acheter le magasin. Puis il dit, papa, on va s'en aller à la ville. Ça, à la ville, c'était presque le repos. Parce que dans les campagnes, il travaillait beaucoup. Hein. Mon père travaillait beaucoup aussi pour le magasin, puis mon grand-père. Alors, là, ils ont décidé de déménager à Trois-Rivières. Mon père a fait construire, ils appelaient ça dans ce temps-là, un bloc appartement, avec des logements à louer. Puis, il est entré comme commis chez P.A. Gouin. C'était le gros magasin du temps. Oui, sur la rue des Forges. Du Platon, que ça s'appelait dans ce temps-là. Oui. Il est entré comme commis là. Puis... mais il était tout préparé avec son commerce. Oui, il avait beaucoup d'expérience. Alors, mais il a fini ses jours chez Cyril Labelle. C'était il a fini ses jours, pas fini ses jours. Il a fini de travailler chez Cyril Labelle. Il avait 77 ans. Puis il était encore dans la quincaillerie. Oui. Puis là, à 77 ans, M. Labelle dit, là, il est temps, M. Marchand, vous prenez votre retraite, parce que les assurances compteront plus. C'est rien que pour ça qu'il l'a laissé. Ah oui, mais il y avait des lois déjà à ce moment-là. Puis là, il s'est en allé bénévole à l'évêché pour aider le clergé. Toute la famille est dynamique. Jusqu'à 84 ans. Ah, c'est beau. Maintenant, vous, la petite Marie-Marthe, parce que vous avez un nom très beau, très rare, là. Vous arrivez à Trois-Rivières, bien sûr, vous étudiez, là. Oui, je suis allée à une petite école, l'école Sainte-Julie, qui n'était pas très loin. Nous étions de la paroisse de la cathédrale, mais sur la rue Sainte-Julie. Alors, l'école était sur la rue Sainte-Julie. Puis, nous sommes allés à l'école. J'avais une sœur plus âgée que moi. Alors, elle me prenait par la main, puis... On est allé à l'école Sainte-Julie. Cette école-là est démolie, je pense. C'est l'emplacement de l'hôpital, non? Non, elle n'est pas démolie. C'est un endroit maintenant. La Société canadienne du cancer a ces bureaux-là. Les handicapés. Les filles d'Isabelle ont leur réunion là. Puis alors, comme ça, vous pouvez revoir votre petite école. Ah oui, puis j'y vais parce que je vais travailler pour la Société canadienne du cancer lors de la journée de la jonquille. On me connaît, là. Ah oui. Et puis, je vais chercher des timbres. Des timbres aussi, mais ça, c'est un mot défendu pour le moment. Pour le moment. J'ai annoncé votre passion, bien, le secret est lâché. Votre passion, c'est la philatélie. Oui, justement. Mais avant que vous n'embarquiez dans votre passion, on va parler un peu de vous.
Oui, de très votre bien. famille. Là, vous étudiez sur la rue Sainte-Julie, puis ça va bien, les études? Oui, Oui. j'ai même fait ma communion solennelle pendant que nous étions à l'école Sainte-Julie. Et dans ce temps-là, on la faisait très jeune, je n'avais que 8 ans. Oh oui, c'était jeune. Hein? C'était jeune. Oui. Et je savais tout mon catéchisme par cœur, de mot à mot. Par numéro, Le je petit pense. Hein? catéchisme. Oui. Oui, Parce que vous passiez des examens. exactement. Ben, au moins, vous saviez à quoi vous engager. Oui. Ah oui, on comprenait bien. Et après la 3e année, là, bien, c'était fini à l'école Sainte-Julie. Ah, c'était... 3e ou 4e année, peut-être la 4e année. Ensuite, bien, on est allé à l'école de notre quartier de la cathédrale, qui était l'école Saint-Louis de Gonzague. Là, j'ai commencé avec les Ursulines, parce que c'était des laïcs à l'école Sainte-Julie. Et puis, la directrice était une laïque aussi, Ah, mais c'était c'est une rare, hein? très bonne école. Oui. Nous avions une bonne discipline, puis on nous inculquait des valeurs spirituelles et des... très, très bien. On a des bons souvenirs, puis on a été, comme on dit, on a été bien partis. Bien parti, c'est peut-être ça qui Ouais. compte. Puis à la maison aussi. À la maison, c'est sûr. Mais étiez-vous une élève studieuse, turbulente ou je ne sais pas? Pas tellement studieuse, puis peut-être un peu turbulente aussi. Mais j'avais la chance d'avoir ma sœur aînée qui était dans la même classe que moi. Et puis elle était très sage. Ah, c'est une chance. C'était une chance, oui. Parce Elle que était dans la même classe, dans le même Oui, degré. au même degré que moi. Oui, parce que ce qui est arrivé à Saint-Tite, elle a commencé 1 an avant moi. Oui. Et puis, elle lisait, on appelait ça un syllabaire. Ah, oui, pour... Ma mère la faisait lire, puis moi, je me mettais en avant d'elle, puis j'ai appris à lire à l'envers, en même temps qu'elle. Ça. Alors, quand je suis arrivée à l'école Sainte-Julie, je savais lire autant qu'elle dans la même classe. Et là, vous avez sauté un degré tout Oui, naturellement. oui. Au lieu de commencer en première année, là, Oui. j'ai commencé tout de suite en 2e. Vos jeux d'enfants, Madame Goulet, ça ressemblait à quoi? Oh, nos jeux d'enfants. Si je vous disais, on est quand même que nos parents étaient à l'aise. Ils faisaient beaucoup d'argent au magasin. Ça, c'est ça, ma mère nous disait. Mais on n'était pas tellement gâtés. Nous avions un carrosse de poupées pour les 2 petites filles, ma sœur aînée et moi. Nous avions chacune une poupée, puis là, c'était qui promenait la sienne dans le même carrosse. Ah oui. Ah oui. Mais tout de même, on s'est assez bien organisé. Oui, bien, ça donne bien l'idée de l'époque. Hein? Oui. Le partage, Le puis pas de partage. gaspillage. Justement. Puis quand nous sommes arrivés à Trois-Rivières, nous avons eu un tricycle pour les 2 petites filles. Parce que Madeleine était pas mal plus jeune d'autres, là. Oui. Et puis elle n'allait pas sur le tricycle encore. Et puis nous en avions rien qu'un. Puis c'était pas trop difficile, là, les échanges? Non, ça allait assez bien. Nous faisions notre parcours. Toi, tu vas faire le coin de la rue. Ensuite, ce sera mon tour à faire le coin. Ah. Nous allions de la rue Père-Frédéric à la rue La Violette. Nous revenions par la rue Saint-Thomas. Nous revenions sur la rue Sainte-Julie. C'était très sage, hein? Oui. Comme enfance. Ensuite, on a eu des patins à roulettes, puis c'était la même chose. On était habitués. Oui. Puis même, on avait seulement qu'un parapluie pour les 2 pour aller à l'école. Nous étions tous les 2 sous le même parapluie. Je me ça aurait souviens fait de une ça. belle chanson, hein? 2 petites filles sous un parapluie. Oui, sous le même parapluie. Alors, après ça, ça devient plus sérieux puisque vous allez chez les Ursulines. Oui, j'ai commencé chez les Ursulines à l'école Saint-Louis de Gonzague. Même, j'ai fait là la 8e année. Dans ce temps-là, le cours élémentaire était un peu plus long que maintenant. C'était 8 ans, obligatoire. Oui. Nous avons fait la 8e année, là. Alors, on a des très bons souvenirs des professeurs. Puis, c'est incroyable comme on trouvait le temps d'étudier beaucoup. Parce qu'on n'était pas dérangés, il n'y avait pas de télévision. Premièrement, non. Premièrement. Je me souviens du premier radio qu'on a eu à la maison. Dans les années 40, ça peut... Non, avant ça. 30. Avant ça, oui. Ah oui, dans les années 30. 30, Oui. Et puis, ça, il n'était pas question qu'on écoutait peut-être un peu de musique, mais il fallait faire quelque chose en même temps.
Mais c'était faisable aussi, écouter la radio en travaillant de ses mains. Oui. Puis je me souviens, on ne faisait pas rien que notre cours scientifique là, à Saint-Louis-de-Gonzague. On nous montrait en même temps le cours commercial. On avait à peu près une demi-heure pour aller manger le midi. Et puis, il fallait revenir à 12h30. Là, nous étions sur les machines à écrire, là, qu'on appelait les typewriters. Oui, puis c'était des choses bien hautes puis bien imposantes. Oui, et puis la sténographie. Oui, vous avez appris ça. La sténographie Perrault, je me souviens, on avait notre livre de... Puis il fallait apprendre tout ça, la tenue des livres, etc. Et puis, quand on finissait notre 8e année, il y en avait plusieurs qui étaient prêtes à travailler dans bien des domaines. Mais quand on voulait poursuivre, si nos parents voulaient qu'on poursuive nos études, il fallait aller soit étudier pour être garde-malade, infirmière, ou enseignante. Ah oui, il n'y avait pas tellement de choix ouverts. À part de ça, bien, avec le cours commercial, plusieurs pouvaient aller travailler dans les bureaux. Directement, oui. Parce que nous avions des cours anglais aussi. Nous avions un professeur spécialement pour les cours d'anglais. C'était merveilleux. À des jeunes filles, simplement. Hein? Oui, c'était une jeune fille. À une époque où on disait « les femmes en savent toujours assez ». Il faut que je la nomme. Elle s'appelait Marcelle Britton. C'était une Canadienne-Française, mais elle possédait bien son anglais. Elle avait été dans une école anglaise, certainement. Elle avait une prononciation, puis elle s'appliquait à nous faire prononcer très bien. Assez que il y avait une église pour l'église Saint-Patrick. Dans ce temps-là, c'était les religieuses Sœur Marie Réparatrice. Oui, oui. La chapelle était là. Et puis, ils donnaient des cours d'anglais aussi le soir. Alors, nos parents, le soir, là, vous allez aller apprendre l'anglais chez les Sœurs Réparatrices. On n'avait pas de minute à nous autres de répit. Non, après la journée d'école. Toujours les devoirs, les leçons, le souper, laver la vaisselle. Ensuite, on partait pour 7 heures chez les Sœurs Réparatrices pour aller suivre les cours d'anglais. Mais est-ce que ça vous paraissait dur? Non, pas du tout. Mais vous êtes sortis de là avec un solide bagage. Et puis, à la fin de l'année, là, on recevait la communauté irlandaise, catholique, anglaise, pour donner un spectacle, quelque chose. Puis, j'avais récité The Path of God. C'était le titre. Et puis, Mère Saint-Neil, qui était une Anglaise, m'avait... Puis, les parlants anglais, là, les Irlandais qui étaient là, ils ont tous dit à Mère Saint-Neil, « Mais c'est une petite Anglaise que vous avez pris pour réciter. » L'accent était bon. L'accent était bon. Vous aviez de l'oreille. Je l'ai perdu, hein, parce que je n'ai pas pratiqué. La pratique manque un peu aussi. Alors là, pas question d'être secrétaire, on vous retrouve dans l'enseignement. Oui, c'est-à-dire j'ai été... quand j'ai eu fini mon cours supérieur à l'École normale, il y avait beaucoup de demandes c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de demandes pour les institutrices, il y avait beaucoup d'institutrices. Nous sommes sortis une centaine. Ben oui, tout le monde se lançait dedans. Alors, là, je n'avais pas de position tout de suite. Alors, je suis retournée à l'École Saint-Patrick pour parfaire mon anglais et continuer chez les Sœurs Réparatrices un cours commercial. Là, j'ai obtenu les diplômes avec des 100, je sais pas quoi, 115 mois la minute, là, puis tout ça, bon. Et j'ai appliqué pour une position pour le service civil. On passait des examens au séminaire Saint-Joseph. Nous étions 300 pour passer des examens. C'est Monseigneur Chartier qui était en avant, je me souviens encore. Et à ce moment-là, on passait un examen pour une position du service civil au poids et mesures. Et j'ai obtenu la position. Tiens, je vous voyais mal là-dedans. Puis là, vous avez été travailler. J'ai travaillé seulement 9 mois, parce qu'au bout de 9 mois, il y a un poste d'institutrice qui s'est ouvert à temps partiel pour remplacer quelqu'un qui se mariait au mois de mai, quelque chose de même. Alors, j'ai fini l'année au mois de mai pour remplacer cette personne-là. L'année suivante, j'ai remplacé des institutrices qui étaient malades, qui se faisaient opérer, là, à l'École Saint-Louis de Gonzague.
j'ai enseigné là, en 7e année, un petit peu. Et l'année suivante, là, on m'a pris comme permanente à la commission scolaire de Trois-Rivières pour enseigner à l'école Saint-François d'Assise. Toujours dans votre bout, finalement. Combien? Bien, pas nécessairement, c'était pas mal loin d'aller à l'école Saint-François. Mais là, nous étions déménagés. C'est la seule fois que nous avons déménagé dans notre vie. J'étais tout près de l'école, de l'église Sainte-Cécile, où je me suis mariée. Puis là, vous enseignez, on va passer assez rapidement là-dessus, là. Oui. Vous enseignez pendant combien de temps, madame? 3 ans. Au primaire. Au primaire, en première année. Les petits garçons, aux petits garçons. J'enseignais rien qu'aux petits garçons, là, à l'école. C'est vrai, c'était cloisonné à cette époque. Parce qu'il y avait un étage, le 3e étage était réservé aux garçons, le 2e étage aux filles, et en bas, c'était la salle de récréation, les pupitres de maître directrice, tous des garçons depuis de 6 ans à... De 6 ans jusqu'à la 6e année. Oui, ça devait être les assez... filles aussi. Plein de vie, hein? Oui. Puis aimiez-vous cette profession? J'adorais ma profession. J'ai aimé beaucoup, j'ai aimé beaucoup ça, mais ce que j'ai trouvé très dur, parce que les enfants qui m'arrivaient en première année n'avaient pas été, il n'y avait pas de maternelle dans ce temps-là. Alors, les enfants, la maman venait les reconduire, ils pleuraient, ils ne voulaient pas laisser maman. Bon, là, il fallait que je sois et maternelle, et institutrice, et tout. Et le nombre aussi? Le nombre. J'ai commencé la première année avec 51 élèves inscrits en première année qui n'avaient jamais laissé maman. C'est impensable, hein? La 2e année, j'en avais 58. Et la 3e année, 64. Là, il n'y avait plus de place pour mettre d'autres bureaux, d'autres pupitres pour les enfants. J'en avais jusqu'à mon pupitre à moi. Puis faire travailler ce petit monde-là? Il y en avait qui n'avaient jamais pris un crayon. Non. J'ai inventé de tout, de A à Z, pour que ces enfants-là écrivent avec la main gauche, pour qu'eux, en face de moi, écrivent avec la main droite. Je faisais des dessins, des A comme ça, puis comme ça. Mais là, il fallait que j'invente, il faut que je vous conte ça. J'avais apporté un œuf à l'école. J'ai dit, un œuf, là, vous voyez, c'est pas rond, c'est pas carré non plus, puis bon. Alors, un A, c'est fait comme un œuf. Puis là, je le faisais faire le tour de l'œuf. Puis là, pour finir l'œuf, là, on va dire que maman fait un gâteau avec l'œuf. On va le casser, puis il va couler pour descendre. C'était imaginatif, hein? Puis je faisais tout ça de la main gauche, vous savez. Ah oui, pour qu'il vous suive. C'était sur toute la ligne comme ça. Mais ça faisait appel à votre génie créatif, hein? Mais je vais vous dire, ça, j'avais ça, parce que j'étais chez les guides et en étant cheftaine chez les Jeannettes, les petites qui rentraient chez les Jeannettes, il fallait les faire jouer, il fallait inventer continuellement des choses. Et puis, on avait toutes sortes de trucs comme ça pour les enfants. Alors, mes petits garçons, moi, pour leur faire de la gymnastique, j'avais vu ça, on faisait ça chez les guides. Si on chantait Marianne s'en va au moulin, alors là, on faisait le moulin avant. Je mettais mes petits garçons dos à dos, mettait ses mains comme ça, l'autre en arrière. Il faisait des beaux moulins avant. Donc, le guidisme, ça vous a aidé? Ça m'a aidé énormément. Puis vous avez été guide jusqu'à votre mariage? Même après. Même après? Même après. On dit guide toujours, là, oui? Oui. J'ai arrêté un petit peu, enceinte, oui. Et puis, je suis retournée avec mes 2 filles. J'ai été faire des camps de Jeannette en emmenant mes 2 petites filles au camp. Michel avait à peine 3 ans, là, c'était le bébé, mais je suis allée à Sainte-Geneviève de Batiscan. Parce que quand on est cheftaine, c'est notre motto, c'est servir. Oui. Et on reste guide toute notre vie. Oui. Guide, c'est toujours prête, et cheftaine, c'est servir. Oui. Alors, quand on m'a demandé pour servir,
Hélène avait 5 ans et Michel avait 3 ans. Oh, j'ai dit, vous êtes capable de venir au camp, vous allez venir avec maman. On m'a donné une chambre, j'avais mes 2 petites filles qui couchaient dans ma chambre avec moi. Et j'ai fait le camp. Mais finalement, vous avez eu une jeunesse merveilleuse, hein? Très Merveilleuse. studieuse, puis la joie, le plaisir dans votre mouvement guide. Oui, beaucoup de musique à la maison. Nous avions le piano, ma sœur apprenait le piano, mon frère était dans... il y avait des fanfares à Trois-Rivières, des corps musicaux, la Philharmonie de la Salle. Et mon frère elle faisait partie de la Philharmonie de la Salle. Ah, c'était important, il y avait des concerts. Des hein? concerts tous les dimanches au Parc Champlain. Il y avait un kiosque, là, puis la ville de Trois-Rivières se réunissait au Parc Champlain. Mais ce n'est pas là par hasard que vous avez rencontré votre mari? Bien non, il faisait plus froid que ça. C'était en ski. Il s'appelait Louis-Philippe. Il s'appelle Louis-Philippe. Il s'appelle encore. Il s'appelle encore, oui. Un nom de souverain français. Là. Oui, oui. C'est très beau. Puis vous l'avez rencontré, vous faisiez du ski? Oui, il faisait du ski. Lui, il faisait du ski. Lui, il faisait du ski depuis longtemps. Parce qu'il est 10 ans mon aîné. 10 ans de mon aîné. De 10 ans. Et puis, je l'ai rencontré par pure coïncidence. Moi, je ne faisais pas de ski, mais c'est un cousin qui en faisait, un cousin germain à moi, qui est arrivé chez nous pendant mes vacances des fêtes. J'étais à l'école normale à ce temps-là. J'avais à peu près 16 ans. Et puis, il a demandé à ma mère il dit, elle va prendre les skis de ma sœur, son costume de ski. Puis il dit, je veux qu'elle m'accompagne pour le souper d'ouverture au club de ski. C'était le souper d'ouverture. Fait que mes parents étaient très sévères, mais avec un cousin en qui il avait très confiance, ils m'ont laissé aller au souper de ski. Et puis, Louis-Philippe je pense qu'il était vice-président ou trésorier du club de ski à ce moment-là. Il était vice-président, je crois. Puis, il a remplacé le président le soir. Alors, il a fait le discours de bienvenue, etc. Puis moi, je l'ai trouvé charmant. J'ai trouvé qu'il parlait très bien, puis s'exprimait bien. Alors, j'ai dit à mon cousin, et mon cousin le connaissait très bien, il dit, oui, il dit, il est officier au manège. Il dit, c'est mon officier. Ah! Ça a resté là. Puis, il m'a présenté, mais pas plus. Ah, lui, il y avait bien des filles à voir, là, oui. hein, au club de ski. C'est un monsieur en vue, là? Oui. Alors, ça a resté là. Au bout d'1 an, il a dit à mon cousin, ta cousine, là, que j'avais rencontrée, là, j'aimerais ça la revoir. Tiens, vous étiez resté... Oui. Alors, là, il lui a donné mon adresse, puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais votre Louis-Philippe, ce jeune homme-là, il a été pour quelque chose dans l'histoire du ski? Ah oui, vous m'avez parlé de ça tantôt. Vous m'avez montré sur la rue des Chenaux un monument que je n'avais jamais remarqué, entre parenthèses. Oui. Expliquez-nous donc ce monument-là. Ce monument-là, c'est juste au coin des Chenaux, puis c'est quoi l'autre rue? Boulevard du Carmel. Au bout du boulevard du Carmel. Oui. Parce que le boulevard du Carmel, c'était la piste. Dans ce temps-là, on appelait ça une piste. Là. Il n'y avait aucune maison, il y avait quelques petits arbres, et puis il y avait un petit chemin de voiture. Et nous prenions ce chemin-là pour nous rendre au club de ski, c'est-à-dire au ski. On descendait, ce qu'on appelle maintenant la côte des Chenaux, là, qui descend. Là. Oui. Ça, c'était notre côte de descente de ski. Nous allions faire du ski là. On y allait à pied, il n'était pas question, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait rien. Alors, Louis-Philippe, ce qui est arrivé, il allait à l'Académie de la Salle, lui, en 1921. Je crois que les premières manufactures de papier à Trois-Rivières, c'était autour de 1920. Et puis, il n'y avait pas d'experts pour faire la pâte à papier. Ils ont fait venir des Norvégiens, des Scandinaves, qui connaissaient la manière de faire la pâte à papier. Ils les ont fait venir des Balkans. Oui. Ils sont arrivés à Trois-Rivières, ces gens-là, avec des skis. Personne n'avait vu des skis à Trois-Rivières. Puis, ils avaient des skis pour leurs enfants qui allaient à l'école, qui ne savaient pas le français, mais qui ne pouvaient pas aller à l'école à part que d'aller
à l'école française. Ils ont appris le français en allant à l'Académie de la Salle, chez Ursuline, dans les écoles. Tout un défi. Tout un défi. Et mon mari, qui était un petit gars, d'à peu près 12-13 ans, qui a vu des compagnons qui allaient en ski. Il disait à ses parents, « J'en veux, moi, des skis. » Ah, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ça se fabriquait même pas ici. Alors, ils ont fait venir ces skis d'outre-mer, ces premiers skis. Imaginez. Oui, toute il était une gâté, aventure. vous savez, il Oui, était oui. gâté. Il y avait sa grand-maman qui demeurait chez lui, qui le gâtait beaucoup. Et puis, sa grand-mère Vigée. C'était des Vigées, ses grands-parents maternels. Alors, Louis-Philippe a eu des skis. Et puis là, ils ont commencé à faire du ski dans la ville. Puis les gens disaient, ils sont fous, ils vont se tuer. Oui, c'est comme quand... Puis ça a commencé, d'autres petits compagnons, ils faisaient ça, on appelait ça sur des planches à corps. Des gros barils, ils défaisaient les barils, puis ils prenaient les planches, puis ils s'attachaient ça à leurs pieds. Mais mon mari, lui, avait des vrais skis. Et puis, les Norvégiens ont commencé à leur dire, il a grandi comme de raison, là, rendu à 17 ans à peu près, là. Ils ont dit, vous avez de belles côtes, on pourrait avoir un tremplin, puis on va vous montrer à descendre dans un tremplin pour faire des sauts à ski. Vous allez voler comme des oiseaux dans les airs. Mais il s'agissait de savoir... se recevoir. Oui, de savoir descendre, mais atterrir, Oui, vous savez. oui. Alors, mon mari, lui, les Norvégiens là, leur ont montré, mais lui a été le premier Canadien-Français à descendre dans le saut de ski qu'ils avaient construit eux-mêmes au Cap à Corneille. Il y a beaucoup de trifluviens qui connaissent le Cap aux Corneilles. Est-ce que c'est un casse-cou, votre mari? Bien, il devait l'être à ce moment-là, hein? mais maintenant, il ne l'est plus. Il ne veut même pas prendre l'avion. Il me laisse aller en voyage en avion toute seule, puis lui, il ne veut plus. Il a fait tout ça dans sa jeunesse. C'est ça. Oui. Je lui dis, tu as tout fait dans ta jeunesse, maintenant tu es plus sage. Puis vous étiez plutôt spectateur à ce moment-là? Bien, je faisais un peu de... Pas à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Non, mais après, ça a commencé en 1923 à faire du ski au Cap à Corneille. C'est pas d'aujourd'hui. C'est ça, la côte des Chenaux, là, aujourd'hui, oui, où maintenant, il y a un viaduc. Oui, bien, il n'y avait pas de rue, là. Non, vous m'avez dit ça allait jusqu'à la rivière Saint-Maurice. Saint-Maurice, oui. Il partait là, du coin du boulevard du Carmel ou boulevard de Normanville, là. Et puis, le tremplin était érigé, là, je ne sais pas combien de pieds, je pense que c'est 50 pieds de haut. C'est affreux, puis la descente devait être assez forte. Oh oui! Alors, ils arrivaient directement sur la Saint-Maurice. Il aurait pu aller aux Olympiques. Bien, il y en a des skieurs trifluviens qui sont allés aux Olympiques et qui ont gagné. Ah, oui. Un honneur pour Trois-Rivières. Hein? Oui, c'est Trois-Rivières qui est le berceau du ski. Ben, c'est bon de le dire puis de le répéter parce que beaucoup l'ignorent, j'imagine. Alors, vous, madame, là, ben, à un moment donné, le ski puis tout le reste, ça vous mène au mariage, hein? Oui. On s'est mariés il y a 55 ans, 1939. Mais mon mari était officier au manège militaire depuis quelques années parce qu'il avait été lieutenant-colonel des cadets à l'Académie de la Salle. Alors, il aimait beaucoup le genre militaire, puis il était habitué de commander ses cadets à l'Académie. Il était lieutenant-colonel. Alors là, il est entré au manège militaire comme il était officier. Et à la déclaration de la guerre, il se trouvait être enrôlé par le fait même, parce qu'il avait sa commission royale. Il était actif, oui. Il était actif. Oui, oui. Puis là, il fallait qu'il passe des examens médicaux pour... On a attendu pour savoir s'il était pour aller l'autre côté, pour aller en Europe, traverser, parce que moi, je me disais, s'il traverse, je ne me marie pas avant. C'était trop de risques. Hein. Se marier puis partir. Puis rester veuf, peut-être. Oui, ou il y en a qui ont fait ça, puis ont eu bien de la peine, en tout cas. Alors, imaginez que 2 médecins le gardaient, voulaient l'envoyer de l'autre côté, puis un, il dit, ils avaient besoin d'un instructeur parce qu'il y avait des recrues qui rentraient dans l'armée, ou d'autres qui étaient mobilisés.
Alors, il leur fallait quelqu'un pour leur enseigner les rudiments de l'armée. C'est mon mari qui a été instructeur ici à Trois-Rivières. Alors, il a été pendant 3 ans. Les 3 premières années de la guerre, il appelait ça faire de la drill. Je ne sais pas comment ils peuvent dire ça en français maintenant. Vous pouviez être soulagée, hein? Oui. Puis là, vous vous êtes On s'est mariés tout de suite en octobre 1939. Et puis, vous avez eu 2 enfants. 2 filles, oui. Voulez-vous nous en parler un peu? Hélène et Michel. Hélène et Michel, oui. 2 filles qui ont à peu près 2 ans et quelques mois de différence. Hélène a fait de très belles études. Elle était même, je peux le dire, elle était brillante parce que s'il y en a de ses compagnes qui la connaissent, elles le savent. Elle l'est toujours, d'ailleurs. D'ailleurs, à l'école, je me souviens qu'il y avait des élèves qui disaient à Saint-Louis-de-Gonzague, on aimerait donc ça, être première. Hélène a dit, je vais essayer là, le mois prochain, en laisser d'autres être première. À ma place. C'était l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Oui, bien, elle trouvait que... Et puis, ensuite, elle est allée à l'université. Elle a fait 2 cours universitaires. Un premier cours à Laval. Ensuite, quand l'université a commencé... Après qu'elle était mariée, oui, elle était mariée. Et puis, là, ça lui tentait de continuer un autre bac en biochimie. Elle est biochimiste, elle a son bac en biochimie. Et Michel? Michel, elle aimait l'étude, mais moins, elle ne voulait pas faire de longues études. Elle a fait un cours plutôt commercial, mais très élaboré. Elle était bilingue, parfaite bilingue, et puis elle là, à 20 ans, elle était prête à se marier. Michel. Ah oui, c'est... Parce qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. Tout est là, hein, une fois que c'est fait. Oui. Et puis elle s'est mariée, puis les 2 se sont mariés d'ailleurs, parce que vous êtes grand-mère. Ils se sont mariés tous les 2 la même année, à 2 mois de différence. Oh, comme ça, la maison s'est vidée. C'est Michel qui s'est marié la première, le 20 juin, ça fait exactement 30 ans. Et c'est pour ça qu'elles ont... Jean, son époux, et Michel ont été les représentants de tous les mariages chrétiens dimanche à Saint-Pédis. À Saint-Pédis, justement avant-hier. Mais vous êtes grand-mère plusieurs fois. Je suis grand-mère 6 fois. 6 fois. Quel âge ont-ils? Ah, nous autres, on a eu seulement 2 filles, mais la même année, on a hérité de 2 gendres et de 2 petits-fils. Ah oui, ça s'est tout fait dans l'espace d'1 an. Ah oui, là, ce n'est plus de votre ressort. Là. Non, non. Ça vient comme ça. On n'avait rien que la joie de les voir. Puis quel âge ont-ils, vos petits-enfants? Mes petits-enfants ont 27 ans. 28 ans. Oh. 28, ça fait 30 ans. Hélène, ça fera 30 ans en septembre. Michel, ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans là, le 20 juin. De mariage, oui. Oui, 30 ans de mariage. Alors, Jean-François Tessier, qui est maintenant dentiste et orthodontiste à Ottawa, il a 28 ans. Et Louis Normand, ils ont eu leur enfant la même année, tous les 2. 2 garçons. Ils se suivent. Là. Ils se suivent, oui, se suivent. Mais aussi, vous avez un arrière-petit-fils. Oui, j'ai failli Louis Normand s'est marié assez jeune. Il s'est marié à 21 ans. Alors, Hélène s'était mariée jeune, elle aussi, 23 ans. Louis, 21 ans. Alors, il a un fils qui a 5 ans. Dites-moi, être mère ou grand-mère, il y a une grosse différence. Hein? Ben, oui. Et puis, être grand-mère et arrière-grand-mère, y en a-t-il une autre? Oui, il y en a une autre. C'est une fierté. Je me dis, mon mari, c'est beau qu'à son âge, il voit la 4e génération. Oui. Parce que, ben moi, j'ai vu la 4e génération un petit peu plus, parce que je suis 10 ans plus jeune, mais tout de même. Lui, là, je suis contente pour lui. Je me dis, à l'âge qu'il s'est marié, c'est beau qu'il voit la 4e génération. C'est la vie qui continue. Qui continue, il y a un lien très puissant. Oui. Et puis, je suis encore capable de m'en occuper de mon arrière-petit-fils comme si j'étais
sa grand-mère. Vous avez l'âge encore d'être sa grand-mère réellement. Oui, je peux lui rendre les mêmes services que j'ai pu rendre à mes petits-enfants. Mais vous êtes une vraie grand-mère, une vraie arrière-grand-mère, mais pas une arrière-grand-mère qui tricote. Non. Parce que là, vous J'ai êtes déjà engagée. tricoté, mais je tricote plus. Vous êtes engagée dans tellement de choses que je gardais ça pour... il nous reste 20 minutes, là, on a le temps. Mais on peut parler de vos multiples activités, peut-être le cercle de conférences. Il y a le 350e de Trois-Rivières dont vous vouliez parler, l'hôpital Saint-Joseph un peu, mais surtout la philatélie. Oh, la philatélie. Ah, nous pouvons commencer par la philatélie, si vous Ça, voulez. c'est long, mais je ne voudrais pas en parler trop longtemps, parce que... Mais c'est devenu une passion débordante. Mais dites-moi donc, là, comment est-ce que vous avez été attirée vers un timbre? Est-ce qu'il y a bien eu le premier timbre là, dans votre vie? Qu'est-ce que c'est qui a déclenché le mécanisme? C'est étrange. Nous avions des voisins, nous autres, nous étions à Saint-Julie, puis juste en arrière de chez nous, c'était des Allemands. Monsieur Groninger, c'était un Allemand qui venait d'Allemagne, qui cassait son français. Et puis, c'était une famille exemplaire. Ils étaient 7 enfants. Et moi, j'étais très liée avec une des jeunes filles, là, Christiane, l'aînée. Il y avait un garçon aîné, puis ensuite Christiane. J'étais très amie avec elle. Nous nous complétions les deux. Nous avons fait... Nous composions des séances, on se costumait, des jeux, vous savez, d'enfants. Je l'ai connue, j'avais à peine 6 ans, 5, 6 ans, quand nous sommes arrivés à Trois-Rivières. Quand nous sommes arrivés à Trois-Rivières, il était là, eux autres. Bon. Alors, j'étais aussi souvent chez eux que chez nous, presque. Puis elle aussi, en tout cas. Puis, ils avaient reçu de la correspondance d'Allemagne. Puis moi, ça m'a intriguée de voir des timbres qui n'étaient pas de nos timbres, parce que je regardais ça chez nous. Alors ça m'a intriguée. Et puis, là, je suis arrivée chez nous, puis j'ai dit ça à mes parents, qu'il y avait des timbres de d'autres pays. Puis là, mes parents m'ont dit, bien oui, on en a ici des États-Unis, on en a quelques-uns des timbres. Maman m'a sorti ça. Puis j'ai commencé. Puis, il faut que je vous dise, dans ce temps-là, on achetait du thé Salada. C'était pas dans des boîtes. Ça ressemblait comme un livre de beurre. C'était dans du papier de plomb. On appelait ça du papier de plomb. Un papier argenté, là, en aluminium épais, pour pas que ça se brise. Hein. Puis dans les deux bouts, là, il y avait des petits collants. Puis sur un bout, ça marquait Salada, ils annonçaient leur timbre. Puis ma mère, elle a toujours acheté du thé noir puis du thé vert. Elle mêlait les deux. Mon père aimait, il était capricieux un peu, il aimait le thé mêlé, noir et vert. Bon, ça faisait peut-être de l'orange peco qu'on appelle aujourd'hui, mais il n'y en avait pas dans ce temps-là. Bon, alors sur un bout, il y avait une petite théière noire. Puis à un moment donné, ils nous ont dit, envoyez des petites théières noires et vous allez recevoir des timbres en cadeau. Ben, mon Dieu, comment ça a venu? Ah, ça a commencé comme ça. C'est incroyable, hein? Oui. Alors moi, j'ai envoyé des petites théières que je collectionnais. Vous aviez déjà été éveillée, là, avec votre ami? Oui. Et j'ai reçu un petit paquet de timbres, puis des timbres de d'autres pays. Et j'ai commencé un petit album. Puis ils nous ont envoyé un petit album que j'ai encore. Dites-moi, en prenez-vous du thé Salada? En prenez-vous encore du thé Salada? Oui. Vous lui devez bien ça. Oui. Bon, alors, vous recevez vos premiers timbres. Je reçois quelques timbres comme ça. Et j'ai commencé, puis dans le petit album, là, il y avait juste les noms des pays par ordre alphabétique. Alors, j'ai dit, c'est bien ça, c'est par ordre alphabétique. Alors, je vais mettre mes pays par ordre alphabétique. Autriche, Allemagne. Bon, là, j'aurai quelques timbres allemands. J'ai posé ça, là. J'ai commencé comme ça. J'avais à peine, je devais avoir à peu près 10 ans quand j'ai commencé. Vous devez toujours les avoir. Ensuite, mon frère est allé au séminaire, mon petit frère. Puis là, en arrivant au séminaire, lui, il y avait des prêtres là, qui les ont initiés à la vraie philatélie. Oui. Moi, là, je ne connaissais rien de la philatélie à ce moment-là. Alors là, en l'initiant à la vraie philatélie, il est arrivé à la maison, lui, avec quelques connaissances, qui avait des numéros pour classer nos timbres par ordre chronologique, etc. Alors là, j'ai commencé
avec plus de méthode. Et puis, si je vous disais que j'ai jamais laissé depuis ce temps-là. Avez-vous toujours, bien sûr, vos premiers timbres? Bien oui, Oui, ça doit être quelque chose d'infiniment précieux. c'est sûr, pour vous. c'est sûr. Mais j'ai un des premiers timbres canadiens, le castor. En passant, je vais vous dire, le castor canadien, c'était le premier timbre au monde où il y a un pays qui a osé mettre un animal sur un timbre. Pourquoi ce terme osé, est-ce que c'était considéré comme Parce que... irrévérencieux, quoi? Oui, il n'y avait que les effigies des monarques. En ce temps-là, quand vous avez commencé? Pas quand j'ai commencé, mais quand moi, là, j'ai pas commencé. Le premier timbre au Canada, c'était Vous en n'étiez pas né 1800 quand même, 1880. En 1898. Oui, vous n'étiez pas... Non, non, j'étais pas. J'étais dans la J'étais pensée. pas née, là. Dans la pensée de mon créateur. Oui, oui. Mais vous l'avez, ce timbre-là? Je l'ai. Et c'était un timbre qui a sorti, le premier timbre qui a sorti pour commémorer Noël. Nulle part dans le monde, aucun pays n'avait pensé à commémorer la fête de Noël par un timbre. Tous les timbres devaient se ressembler, j'imagine, à l'année longue. Oui, ben non, ils sortaient des émissions spéciales à l'occasion, à des occasions spéciales, des couronnements Mais de pas de personnes. Noël, pas de timbre de Noël. Des timbres de Noël, c'est le Canada qui a pensé le premier. Mais si je le regarde, Je il ne l'ai. ressemble pas tellement à un timbre de Noël. Hein? Non, il ne ressemble pas, mais c'est une- marqué dessus. Christmas, c'était rien qu'en anglais à ce Oui, moment-là. oui. En 1898, là, on était Ça fait encore 100 sur le ans bientôt. régime. Alors, c'était le premier timbre de Noël au monde. Et ce timbre représente le monde entier, finalement. Il représente le monde entier, mais les possessions anglaises sont en rouge. Ah, c'est ça. Toutes les possessions anglaises. Parce que vous voyez la couronne impériale Oui, oui, oui. au-dessus ici. Ah, nous étions vraiment payés du Commonwealth. Hein? Ah oui, nécessairement. Alors, ça, c'est votre premier timbre de Noël. Oui, Mais vous en avez eu d'autres par la suite. de Noël. Ah, à force de ramasser des timbres, d'en collectionner, de faire des connaissances, d'établir... Ce qui m'a permis de grossir beaucoup ma collection, c'est que vers les années 60, je me suis liée avec un groupe espérantiste pour apprendre l'espéranto. Oui, oui. Moi, tout ce que je pouvais apprendre, vous savez, j'y allais. Alors là, on m'a dit que partout dans le monde, on pouvait correspondre en espéranto. Était-ce vrai? Oh oui! Il y a même de l'espéranto aux Nations unies. C'est une langue qui a été reconnue universellement. Il y a des congrès mondiaux aussi. Ah, c'est encore très vivace, l'espéranto. Mais c'est vivace surtout en Europe, en Asie, pas tellement en Afrique, mais en Europe puis en Asie. Ah oui, beaucoup. Parce que moi, j'ai correspondu avec des Russes là, pendant le communisme, là, puis on se disait tout ce qu'on voulait, puis il n'y avait pas personne qui pouvait comprendre. Puis là, je recevais des timbres de tous ces pays-là. J'ai eu des correspondantes et des correspondants aussi en Allemagne. Nous correspondions en espéranto, parce que je n'étais pas capable de correspondre en allemand. Non, Et j'ai eu des correspondants yougoslaves, tchécoslovaques, de partout, polonais, beaucoup. Mais vos correspondances, est-ce que c'était un simple envoi de timbre ou bien échangez-vous des choses plus personnelles? Nous avons échangé. Ça a été une richesse, Oui, la correspondance, une richesse extraordinaire. Vous me faites rêver là, à l'échelle du monde. Hein? Oui, de toutes sortes de domaines. Mais là, ça fait bien des années là, que... Bien oui, j'ai commencé à correspondre toute jeune. Là, j'avais à peu près 15-16 ans. Je correspondais déjà. À 16 ans, j'étais chez les guides. Et là, les guides de France sont venus au Canada. Il y a eu des jamborees. Alors là, nous avons hébergé des guides françaises chez mes parents, chez nous. Alors là, ça a établi des liens. Oui. J'ai commencé à avoir des timbres de France.
Mais depuis les années, là, j'imagine des petits bouts de papier minuscules. Là. Vous devez avoir un système de classement sophistiqué, j'allais dire. Oh, sophistiqué. Comment? J'appelle pas ça sophistiqué. C'est un système de classement. C'est sûr qu'il faut classer. Il faut classer beaucoup. Mais quand on se met dans l'idée, bon, là, ça commence, on voit un thème, il faut savoir de quel pays il est. Oui, pour commencer. Chose, oui. Bon, le pays. Ça, les pays, là, ils sont par ordre alphabétique dans les albums. Et puis, il faut avoir un album pour chaque pays. On ne commence pas comme ça, mais moi, là, je suis rendue qu'il faut que j'en ai un album pour chaque pays. Ils sont classés par ordre alphabétique. Ensuite, quand on regarde un thème, après savoir le pays, il faut voir l'année qui a été émise. Parce qu'il faut mettre ça par ordre chronologique, pour commencer. Oui. Bon, ensuite, là, ça va jusqu'à nos jours, disons. Mais une philatéliste, ce n'est pas une collectionneuse tellement. Les deux mots ne sont pas synonymes. Collectionner, ça veut dire en ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a un bon triage à faire après. C'est ça qui est le plus important. Et être philatéliste, c'est reconnaître le thème, savoir pourquoi il a été émis, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il a été émis, là, il y a beaucoup de choses. Il y a des raisons multiples, on apprend beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il représente? Sa figure, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'il vaut? Sur la valeur monétaire, moi, je ne suis pas tellement attachée à ça, quoique il y a beaucoup de philatélistes. Mais la philatélie, c'est plutôt l'étude du thème, plutôt. Et puis, ça nous amène à collectionner, je prends ce mot-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres pour comprendre, des thèmes différents pour des choses qui nous intéressent. Si quelqu'un est intéressé à la musique, il va chercher à trouver dans le monde entier soit des instruments, soit des compositeurs, soit de la musique même, des tableaux qui représentent des instruments de musique, ou des musiciens, ou des chanteurs, des compositeurs. Et c'est là que la collection se change en passion, quand on va chercher ce qui nous parle à nous. Hein? C'est rare, vous pensez? Non. Quelqu'un qui devient philatéliste, je pense qu'il reste philatéliste tout le temps. Parce que ceux qui vendent leur collection, ce sont des gens qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas assez aimé leur philatélie. Vous ne vendrez pas la vôtre, certainement jamais. Pas. Mais comme thème, pouvez-vous nous parler de quelques thèmes que vous avez choisis? Oui, bien, les thèmes vont un peu avec la vie. Comme là, cette année, je sais que c'est l'année internationale de la famille. Là, je vais ramasser, je vais faire quelque chose de bien spécial qui regarde la famille. Bien spécial. Des grands-mamans, des mères, des enfants, beaucoup d'enfants, des bébés. Je vais chercher des choses qui regardent la famille, des activités familiales, Puis comme c'est mondial, vous allez sûrement en découvrir beaucoup. Beaucoup, c'est mondial. Oui. Parce que moi, comme philatéliste, il y a beaucoup de philatélistes qui se limitent à un pays ou à un thème ou quelques thèmes. Mais moi, je ne sais pas si qui trop embrasse mal étreint, mais je trouve que même si je veux... Vous voyez ici, là, j'ai pris les Noëls à travers le monde. Oui, j'ai vu ça tantôt, c'est très intéressant. Les Noëls à travers le monde, c'est pas rien que les Noëls, les thèmes qui sont sortis pour Noël au Canada. Vous voyez, j'en ai beaucoup de Noël au Canada. Ils sont tous par ordre chronologique. Et je sais tout ce que ça représente. Quand il y a eu des reproductions de tableaux, bien, là, on apprend qui a fait les beaux tableaux. Ou des icônes. Des icônes, et puis... Puis vous me disiez, pour ne pas l'oublier, il y a une spécialité aux États-Unis, les timbres de Noël. Ah oui, ça les m'a États-Unis, frappé, oui, les États-Unis, c'est très bien parce que, là, je vais vous le dire, même sans vous les montrer. Tiens, les voilà ici, les États-Unis.
Les États-Unis, j'ai trouvé que chaque année, ils sortent 2 timbres. Il y a toujours un timbre qui est religieux et un timbre profane. Ici, le Père Noël, c'est un profane. Très... Ici, c'est un tableau de maître. Ici, la Madone et l'enfant avec un arbre de Noël. Ça, c'est en 73. Toujours religieux et profane. Et profane. C'est très diplomatique pour vis-à-vis du peuple. Parce que je pense qu'aux États-Unis, ils font attention. Hein? Oui, il y a tellement des gens de toutes sortes de nationalités et toutes sortes de religions. Comme ça, tout le monde y trouve son contentement. Oui, mais vous avez été en Europe, là, il nous reste encore quelques minutes. Vous avez été en Europe dernièrement. Avez-vous été à la recherche de vos souvenirs philatéliques? Malheureusement, c'est-à-dire, il faut que je vous dise que je suis allée en Europe, j'ai eu une journée magnifique chez un philatéliste. Chez un philatéliste. Que j'ai connu par correspondance, que j'avais connu par correspondance, mais ils sont venus au Canada, eux autres. Ils sont très, très voyageurs. Ils sont venus au Canada quelques fois. Et puis, je me suis trouvée à les connaître, ils sont venus chez moi. Moi, je n'étais jamais allée, mais seulement je recevais des photos. Et ce monsieur m'envoie tous les timbres français en double neuf. C'est merveilleux, c'est une mine pour vous, hein? Oui, mais moi, je lui envoie tous les timbres canadiens neufs en double aussi. Alors, lui, il fait plaisir à un ami philatéliste, parce que je les envoie en double, et moi, je fais plaisir à des amis philatélistes avec les doubles qu'il m'envoient. Et vous visitez, c'est difficile à dire. Hein? Oui, là, c'est arrivé que j'ai eu l'occasion d'aller faire un beau voyage en Europe avec ma fille et mon gendre. Alors, ils nous attendaient, parce que même ma fille et mon gendre, eux autres qui y vont souvent, qui sont allés depuis nombre d'années, les premières fois qu'ils sont allés à Paris, j'ai dit, vous allez aller voir monsieur et madame Courtois. Bon, j'ai donné l'adresse, puis ils sont allés. Depuis ce temps-là, ils les adorent, ils sont amis. Il me disait justement sur une lettre, ils ne sont pas de notre âge du tout, hein, parce que lui, monsieur Courtois a 84 ans, je crois, ou 82, quelque chose, je ne suis pas tout à fait au courant, mais ils sont tous les deux dans 80. Et puis, ils nous ont reçus une journée complète. Fallait manger là, à l'heure du midi, les autres, ils appellent ça le déjeuner. Le déjeuner, oui. Et puis là, on a passé la journée à visiter à pied et en auto, parce que mon gendre avait loué une auto. Mais on est surtout allé à pied parce qu'eux, ils sont habitués d'aller à pied. Là, il fallait qu'on aille voir la basilique Notre-Dame, et puis qui est tout près de chez eux, parce qu'ils ne demeurent pas loin. La Seine, etc. On a marché toute la journée. Mais c'est incroyable comme l'amour d'un timbre-poste peut conduire à des amitiés. Avez-vous des enfants intéressés chez vous? Dans la famille, oui. Oui, j'ai des enfants intéressés. Jean-François, l'aîné à Ottawa, là. Mais maintenant qu'il est allé faire des grosses études de doctorat, il est dentiste. Ensuite, il a étudié pour être chirurgien périodontiste. Il est allé étudier même en Suisse. Et là, il a ouvert un bureau à Ottawa. Alors, il a un peu moins de temps de s'occuper, mais sa collection est là. Sa collection est là. Écoutez, Madame Goulet, j'aimerais que vous donniez aux personnes qui vont vous entendre le secret de votre passion pour la vie, pour les timbres, pour tout. Qu'est-ce que le secret? Oui. Ce qui vous rend si jeune. Je n'ai pas tellement de secret. À mesure que les choses se présentent, je crois que c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça se reflète dans nos désirs, nos goûts, nos... Alors, là, sans être devin, je devine que chez vous, doit y avoir beaucoup de sens de la beauté, beaucoup de tendresse aussi. Oui, chez mes parents ont beaucoup cultivé ça, la beauté, la musique, le chant. Beaucoup. Ma mère chantait. Il y a une chanson, ma mère chantait toujours, mais c'était vrai chez nous. Et on va terminer là-dessus. Madame Goulet, ma mère chantait toujours. Puis je vous remercie d'avoir accepté de participer à l'émission. Ça a été très beau. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Oh, madame.